C'est l'heure de vous tenir informés sur TPT+. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette demi-heure de l'actualité. Dans ce journal, vous verrez le lancement officiel de la 5e édition du Gala des Bacheliers organisé par Kimia Evans Team ce lundi 13 juillet. Les détails à suivre dans ce journal. À Pointe-Noire, en circulation routière, il est observé un manque de panneaux de signalisation des arrêts de bus dans certains quartiers, une situation qui ne laisse pas indifférents les usagers de la route. En Ouganda, après le rejet de son recours, le procès de l'opposant Kizza Besigye s'est ouvert ce lundi, à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres, restez avec nous pour les dérouler. Excellentes conditions de suivi à toutes et à tous. Le lancement officiel des activités de l'école des arts martiaux de la Sangha a eu lieu le samedi 11 juillet à la place publique de la cathédrale de Ouesso par son promoteur, maître Firmin Guy Okobang, ceinture noire 5e dame de karaté Shotokan. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs officiels. Blaise Ebika. L'école multidisciplinaire d'arts martiaux de la Sangha, la première du genre dans la partie septentrionale du Congo, est créée par maître Firmin Guy Okobang, ceinture noire 5e dan de karaté Shotokan, diplomate ambassadeur adjoint de la République du Congo en Namibie. Cette école a pour principale cible les Congolais et Congolaises, les étrangers résidant légalement au Congo et les populations autochtones dont l'âge minimum est de 6 ans. L'objectif principal de l'EMAMS est de dispenser un enseignement théorique et pratique des arts martiaux, notamment le karaté-do, le taekwondo, le judo, le jiu-jitsu, la self-défense, la fitness et autres disciplines assimilées. Maître Firmin Okobang précise les objectifs et le contenu de la dite école. Comme indique sa dénomination, l'école multidisciplinaire d'arts martiaux de la Sangha a pour principal objet l'enseignement théorique et pratique des arts martiaux, notamment le karaté, le taekwondo, le judo, le jiu-jitsu, la self-défense, le fitness et autres disciplines assimilées. L'école s'inscrit dans la politique globale de développement sportif du ministère des Sports et de l'Éducation physique, notamment dans sa mission d'occuper et d'encadrer la jeunesse du pays à travers la pratique des activités physiques et sportives saines comme facteur important d'équilibre, de santé et d'épanouissement de chacun. S'adossant à cet effet sur le cadre normatif du développement sportif des différentes fédérations congolaises d'arts martiaux et du Comité national olympique et sportif congolais, l'école multidisciplinaire d'arts martiaux de la Sangha compte contribuer tant soit peu à la formation et à la préparation d'une élite sportive future dans ce domaine. Pour illustrer les activités qui seront menées dans cette école, une série d'exhibitions de techniques de combat et de kata par discipline a été faite, le tout sanctionné par la remise des diplômes d'honneur et de mérite de grands maîtres d'arts martiaux, respectivement aux autorités locales et à certains anciens et nouveaux maîtres qui ont bien sémé la bonne graine des arts martiaux dans le département de la Sangha. Le président du conseil municipal, maire de la ville de Ouesso, Armel Sidobega, et maître Mexon Ruffin et Kaka, ceinture noire 6e dan de karaté, ont fait exploser leur sentiment de satisfaction. C'est un sentiment de satisfaction et nous remercions et félicitons en même temps les organisateurs. L'organisateur principal, M. Guy Firmin Okobang, qui a bien voulu mettre à la disposition de nos jeunes enfants cette école de formation des arts martiaux, et aujourd'hui, mais qui ne sont pas aussi viabilisés. En dehors du foot, c'est vrai, mais à côté du foot, il y a d'autres disciplines. Et c'est pour nous une grande satisfaction parce que au niveau du stade de Ouesso, nous aurons désormais cette école de formation qui va donc regrouper les jeunes venant de partout, ceux du département de la Sangha et même d'ailleurs. Et je pense que nous devons encourager cette initiative. Cela me va au cœur parce que je fait quand même, je suis à ma 30e année au niveau du département de la Sangha. Effectivement, on a eu un nouveau maillot pendant notre époque
déjà en tant qu'ancien GPE, grâce à notre génération, on a fait que le karaté au niveau national, que le département national occupe la deuxième place au niveau national. Pendant les championnats nationaux. C'est pas rien, c'est pour dire qu'on avait la crème. Et c'est ce que nous avons quand même transmis aux jeunes gens. Et par là, on a pris la retraite au niveau de la compétition. On peut faire la compétition, mais le karaté demeure. Parce que là, maintenant, on insiste sur le karaté traditionnel. Donc, il y a encore la matière. Puisqu'on ne peut pas garder cela comme ça, il va falloir transmettre aux enfants. Donc, lui aussi, il se bat par rapport à ces moyens de gens. On doit créer une école. Et ce sera une première école dans la zone nord. Parce qu'au Congo, il n'y a qu'une seule école des arts martiaux qui est de la partie sud du pays. De la zone nord, ce sera la première école. Le promoteur de cette école, Sensi Firmin Guy Okobong, a lancé un vivant appel aux autorités politico-administratives à tous les niveaux de soutenir la pérennité de cette école d'arts martiaux. Pour votre gouverne, la création de cette école implantée dans l'enceinte du stade Omnisport de Wosso va offrir aux différents pratiquants une combinaison unique des bienfaits physiques, mentaux et de développement personnel. Poursuivons ce journal avec cette dépêche. Plusieurs personnes en partance à Pokola portées disparues dans un naufrage dans le fleuve de la Sangha en fin de matinée. On dénombre pour l'instant 10 corps sans vie et plusieurs disparus. Il s'agirait des membres et fidèles d'une église du Réveil, centre de la parole, se rendant à Ouessou pour accueillir leur guide spirituel. Vous suivrez certainement le reportage relatif dans nos prochaines éditions. Prenons cette autre information à Pointe-Noire cette fois-ci. La 5e édition du Gala des bacheliers a été lancée ce lundi 13 juillet 2026 par le conseiller socio-culturel de Madame le maire de Pointe-Noire, Philippe Mbumba Madiela, représentant Madame le maire Evelyne Titiel. Après la caravane de l'orientation académique et professionnelle, les journées portes ouvertes accès au métier, une nouvelle étape est franchie, celui de la semaine de l'orientation académique et professionnelle qui aurait pour thème du grand débat comment construire une orientation utile et une insertion durable à l'ère du numérique et des nouvelles technologies. Suivi cet extrait choisi pour vous par Brady Marden et PJ Ngoma. Comment construire une orientation utile pour une insertion durable à l'ère du numérique et des nouvelles technologies? La municipalité de Pointe-Noire, aujourd'hui pilotée par une dame, j'ai cité Madame Evelyne Chichelene Mouepouati, n'est pas restée, sinon n'est pas à l'écart de cette thématique, parce que depuis très longtemps, il y a eu des missions, de nombreuses missions, avec la ville du Havre pour pouvoir effectivement aller vers la numérisation de tous les actes civils, à l'état civil à Pointe-Noire. C'est autant vous dire que Pointe-Noire est en phase avec ce thème. Et de temps en temps, Madame le maire reçoit des stagiaires, des étudiants, bacheliers, stagiaires à la mairie de Pointe-Noire. Et les conditions sont réunies là-bas pour les plonger dans un environnement numérisé. Je déclare au nom de Madame Evelyne Chichele, maire de la ville de Pointe-Noire, ouverte la 5e édition du Gala des bacheliers ainsi que de la table ronde qui y est liée. Je vous remercie. Restons à Pointe-Noire puisque nous y sommes. En circulation routière, la route est censée parler elle-même puisqu'elle obéit à des normes. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas de la ville de Pointe-Noire où les panneaux d'arrêt de bus sont quasi inexistants dans certains quartiers. Les usagers de la route interpellent les pouvoirs publics dans ce reportage de Rudy Glamaswangi et Francky Premier.
Le développement d'un pays dépend de son accessibilité. Aujourd'hui, de grands efforts sont en train d'être déployés par le gouvernement pour la construction et la réhabilitation du réseau routier. Mais seulement, dans les grandes artères, la problématique des manques des panneaux des arrêts de bus pose toujours un grand problème dans plusieurs zones de la ville. Cette absence se fait remarquer puisque les artères de bus visitées le prouvent. Par contre, d'autres panneaux d'arrêt de bus sont transformés en lieu des affiches publicitaires bloquant ainsi les cris à signalétique estampillés arrêt, ce qui désoriente et pousse la population à se placer juste dans des coins. On a souvent même la police qui interpelle pour ça. Bon, moi je me pose la question, si aujourd'hui la police interpelle un chauffeur parce qu'il s'est arrêté quelque part, sous peine qu'il n'y a pas un arrêt, et tandis que cet endroit n'est pas précisé, pour moi je me dis que le chauffeur n'a pas tort. Donc le mieux à faire, c'est que la mairie essaie de revoir ça, mettre des panneaux de signalisation qui nous permettra, nous, les clients, les usagers de la route et aux chauffeurs de mieux faire leur travail au fait. Les gens pourront facilement se retrouver aux arrêts de bus pour éviter ce que nous voyons, des arrêts brusques et puis ce trouble quoi. Il y a dans chaque arrêt de bus les panneaux de signalisation parce que c'est très important pour la sécurité des usagers. C'est très important. Il faut bien qu'ils tiennent compte de cela. Surtout, je crois que c'est beaucoup plus le rôle de la municipalité de Pointe-Noire. La mairie doit tenir compte de ça. C'est très important. D'autres attendent, debout au bord de la chaussée, mettant ainsi leur vie en danger à cause des accidents et embouteillages. Dans la capitale économique, le manque de panneaux d'arrêt de bus est devenu un problème de sécurité publique. L'imprudence peut être la cause de certains accidents. C'est la conséquence directe que je vois lorsqu'il n'y a pas de panneaux de signalisation dans les arrêts de bus. La conséquence directe, comme tel que je vous ai dit, c'est l'insécurité routière. La population, les usagers sont exposés à des accidents. Les panneaux d'arrêt, je voulais dire que là où les bus devaient s'arrêter, devait avoir des panneaux. Mais ça a bel et bien existé parce qu'il y a eu des sociétés de transport dans notre ville ici. N'est-ce pas? À l'époque des Stéphane, on savait où prendre. Et ce n'est pas n'importe où, comme on le dit. Donc, de ce domaine-là, il y a encore un désordre. N'est-ce pas? Et il faut que la mairie réglemente. Parce que vous constatez, quand les bus, c'est vrai que tous ces arrêts-là, je ne sais pas si c'est les syndicalistes qui ont créé cela, ou bien comment, je ne sais pas. Mais vous constatez qu'il y a des arrêts qu'ils ont essayé, que nous connaissons un peu. Mais il arrive que, même au milieu de la chaussée, il y a quelqu'un qui est là, il a envie de prendre quelqu'un, il s'arrête. Peut-être qu'ils ont des difficultés pour descendre, mais pour prendre les gens dans la route, ils prennent n'importe où. Donc là encore, nous plaidons pour dire que, s'il vous plaît, la mairie doit prendre ses responsables pour réglementer ces panneaux-là. Parce que dans un pays sérieux, ou bien dans une ville où il y a vraiment un peu d'inquiétude, ces choses-là doivent être réglementées. Donc nous savons que quand je veux prendre le bus, je vais à tel arrêt. Ce n'est pas quand je veux pas me positionner devant ma parcelle pour attendre le bus. Et là, il faut que les choses vraiment s'arrangent parce que je dis que nous sommes dans un désordre, n'est-ce pas? Dans ce domaine des arrêts, il n'existe pas de délibération que nous savons actuellement qui doivent imposer à ces transporteurs-là. Gouverner, c'est prévoir aux autorités habilitées de jeter un regard particulier à ce phénomène pour soulager les usagers de la route. Parce qu'à Pointe-Noire, on sait où va le bus, mais on ne sait jamais là où il s'arrête, sauf pour prendre un client. Le trouble de la personnalité borderline TPB, peu connu du grand public, est un mal qui peut profondément affecter le quotidien des personnes qui en souffrent. Entre difficultés à réguler les émotions, peur de l'abandon, relations instables et comportements impulsifs, ce trouble reste encore difficile à identifier et fait l'objet de plusieurs incompréhensions. Prince Charlie Tikaya. Derrière certains comportements parfois perçus comme excessifs ou imprévisibles peuvent se cacher des difficultés psychologiques importantes. Le trouble de la personnalité borderline se caractérise notamment par des perturbations dans la gestion des émotions, l'image de soi et les relations avec les autres. Dans les situations les plus sévères, ce trouble peut être associé à des épisodes d'automutilation ou à des pensées suicidaires. Pour certains, vivre avec ce trouble représente un véritable parcours d'errance avant d'obtenir une explication adaptée. Le trouble de la personnalité borderline n'est pas une fatalité.
Avec un suivi approprié et un environnement bienveillant, les personnes concernées peuvent apprendre à mieux gérer leurs émotions et construire des relations plus équilibrées. Briser le silence autour de ce trouble constitue ainsi une étape importante pour améliorer son identification et l'accompagnement des patients. Au-delà de la prise en charge médicale, l'enjeu reste également celui du regard porté sur les personnes concernées. À Pointe-Noire, l'avenue Ernest Kombo, à Mbota Carlos, dans le 4e arrondissement Luanzili, est dans un état de dégradation avancée. Cette voie qui facilitait autrefois la circulation est devenue un sujet de détresse aussi bien pour les usagers de la route et pour la population. Brady Marden, Rudy Gouarmaswangi et Francky Premier. L'avenue Ernest Kombo, au quartier Mbota Carlos, dans le 4e arrondissement Luanzili, à hauteur du carrefour au pont, est dans un état de dégradation avancé. Le long de cette avenue est marqué par d'immenses nids de poules, des caniveaux bouchés, par des eaux stagnées et des déchets qui rendent la circulation particulièrement difficile et bien plus en saison pluvieuse, comme le témoignent les usagers de cette avenue. Je veux suggérer le problème, il est vraiment déplorable. Déplorable pourquoi ? Nous avons une grande difficulté, il y a vraiment une masse de difficultés ici pour déjà quand vous voyez déjà l'état, pour prendre même un client en amont jusqu'en aval, c'est tout un problème. Donc vraiment je ne sais pas comment est-ce que je vais m'adresser aux députés de la zone, et le responsable de la zone, lui qui est responsable de la zone, de vouloir voir d'abord ce problème. Parce que ce problème nous mine vraiment. C'est vraiment une difficulté qu'on a de tous les jours. Donc pour traverser là, c'est tout un problème, surtout quand il y a la pluie. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Donc vraiment, j'implore vraiment la volonté des dirigeants vraiment de nous aider. Parce que ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Nous sommes dans un pays d'État, nous sommes dans un pays pétrolier et des circonstances comme ça nous arrange pas. Ça nous arrange pas. Si c'est la pluie, vraiment c'est bizarre. C'est bizarre. Vous voyez, les véhicules ne passent, il n'y en a pas. Le véhicule ne passe pas. Rien, même les piétons là, pour passer, il faut se lever. 500 fois pour passer ici. 500 fois, on vous met au dos, on vous traverse de l'autre côté. Pour prendre le transport, vraiment difficile. Il faut encore contrôler par quartier pilote. S'il n'y avait pas les délais de quartier pilote là, vraiment, le quartier est vraiment dégoûtant. Vraiment. C'est vraiment bizarre. Bien que la municipalité de Pointe-Noire a engagé de vastes opérations de réhabilitation des infrastructures, des travaux de canalisation dans certains axes de la ville océane, cette situation en Mbota Carlos reste très critique. Bon, pour moi, pour cette avenue-là, ça me fait mal. Ça me fait tellement mal parce que les gens qui sont censés venir arranger cela ne gèrent pas. Parce que là, il y a des accidents qui arrivent souvent. Souvent, on a des accidents. En une journée, on peut avoir au moins 2 ou 3 voitures qui peuvent se bloquer ici. Donc nous, ça nous fait mal vraiment. Sachez qu'ils viennent ici, ils viennent arranger, ils viennent nous aider parce que là, on ne peut pas. Ils viennent nous aider, vraiment, ils viennent nous aider. Ça fait très mal de voir une si grande avenue comme ça, là, se gaspiller. Vraiment, nous prions, je mets plus à l'oreille à l'État congolais. Vraiment, cette avenue, c'est une très bonne avenue. Ça aide beaucoup de gens à se déplacer. Les gens qui proviennent, je ne sais pas, de Monkamba, Chester, dans les quartiers périphériques là, vraiment, ils se déplacent pas mal ici. Pendant ce temps, il y a sur l'avenue de Chester, l'avenue principale, là, il y a l'embouteillage là-bas. Il y a des fois les gens catisent pour prendre les déplacements pour passer. Mais franchement, ça fait très très mal de voir une grande avenue comme ça se gaspiller. L'État congolais, vraiment, prenez cette avenue en charge. Parce que là, tous les habitants du quartier ont du mal à se déplacer. La résolution de ce problème est un processus. Aux autorités compétentes d'avoir un regard particulier sur cette avenue qui devient aussi indispensable pour la circulation des véhicules et des personnes. Rendons-nous à présent en Thaïlande où une nuit de fête a été virée au drame. Un violent incendie s'est déclaré dans un bar dans la nuit du 12 au 13 juillet 2026, peu avant minuit, à Bangkok, faisant au moins 27 morts et 22 blessés graves. Les secours ont été rapidement mobilisés tandis qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes de cette tragédie. Plus de précisions dans ce récit de Bonel Missier et Klejvi Moudinga. Un violent incendie s'est déclaré dans un bar à Thaïlande, faisant au moins 27 morts et 22 blessés. Selon un bilan communiqué par les autorités, le feu s'est propagé rapidement à l'intérieur de l'établissement. Piégeant de nombreux clients,
et membres du personnel. À l'arrivée des secours, les flammes avaient déjà envahi une grande partie du bâtiment. Les pompiers ont engagé une intervention de grande ampleur pour maîtriser l'incendie. Évacuer les personnes encore présentes et secourir les victimes. Les blessés ont été transportés vers plusieurs hôpitaux où certains sont pris en charge pour de graves brûlures et des intoxications dues à l'inhalation de la fumée. Les autorités thaïlandaises ont ouvert une enquête afin de déterminer l'origine exacte de ce sinistre. Les premières investigations portent notamment sur le respect des normes de sécurité et les conditions d'évacuation de l'établissement. Ce drame relance le débat sur la sécurité dans les lieux accueillants du public et rappelle l'importance du respect des mesures de prévention contre l'incendie afin d'éviter de nouvelles tragédies. Poursuivons en sport avec cette dépêche. 42 championnats d'Afrique des clubs vainqueurs de la Coupe Kinshasa 2026. Vainqueur de la Coupe Kinshasa 2026, voilà. L'AS Otoyo file en finale après sa victoire face à Héritage de la RDC. 29 buts à 23. Les handballeuses congolaises de l'AS Otoyo affrontent les Angolaises de Petro Atlético en finale. Poursuivons ce journal à l'international, précisément en Ouganda. Le procès de Kizza Besigye s'est ouvert ce lundi après le rejet de son recours. Selon la division criminelle de la Haute Cour de Kampala, la demande de la Cour de blocage émise par le docteur Besigye était dépourvue de fondement et visait à retarder l'affaire. Reportage. En Ouganda, le procès de l'opposant Kizza Besigye débute ce lundi. La Haute Cour a rejeté il y a quelques jours la demande de l'accusé visant à bloquer les poursuites pour trahison engagées contre lui et Adji Obed Lutale. Selon la division criminelle de la Haute Cour de Kampala, la demande de blocage émise par le docteur Besigye était dépourvue de fondement et visait à retarder l'affaire. Accusés de trahison et de non-dénonciation de trahison, les deux hommes dénoncent les circonstances de leur arrestation, leur détention et leur poursuite. Ils évoquent des atteintes à leurs droits constitutionnels à un procès équitable. Les procureurs affirment que les accusés ont tenu des réunions dans différents pays afin de solliciter des fonds, acquérir des armes et organiser des activités visant à déstabiliser le gouvernement. L'État affirme détenir des preuves, notamment des enregistrements, des messages et des documents de voyage pour étayer les accusations. En ce qui concerne le Soudan, un tribunal a condamné dimanche par contumace le chef des forces de soutien rapide, FSR en sigle, Mohamed Daglo, ainsi que 15 autres personnes pour l'assassinat d'un gouverneur régional et pour crimes de guerre au Darfour. Suivez. Au Soudan, Mohamed Hamdan Daglo, également appelé Emeti, le chef des forces de soutien rapide, a été condamné par contumace par un tribunal de Port-Soudan, ville contrôlée par l'armée soudanaise. Le chef de guerre et figure politique est accusé avec 15 autres personnes d'avoir assassiné un gouverneur régional. Ils ont aussi été reconnus coupables de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide et attaques contre des civils et des infrastructures publiques. Parmi les condamnés figurent le chef et adjoint de Daglo, Abdelrahim Hamdan Daglo, ainsi que plusieurs officiers des FSR et chefs tribaux issus des communautés arabes du Darfour occidental. L'affaire porte sur l'assassinat du gouverneur du Darfour occidental, Kamisa Bakar, en juin 2023, peu après la prise d'El Jenina, la capitale de l'État, par les FSR. Le gouverneur a été tué quelques heures après avoir accusé le groupe armé et ses milices alliées d'avoir mené des attaques contre des civils. L'Iran a affirmé ce lundi matin avoir mené de nouvelles frappes contre des installations américaines dans le Golfe après un week-end marqué par des attaques mutuelles. Reportage. L'Iran a affirmé lundi matin avoir mené de nouvelles frappes contre des installations américaines dans le Golfe après un week-end marqué par des attaques mutuelles compromettant les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre. Dans un communiqué, les gardiens de la révolution ont revendiqué des attaques contre des infrastructures de l'armée américaine à Bahreïn et à Oman, ainsi qu'en Jordanie et au Koweït. De son côté, les États-Unis disent avoir conclu dimanche des frappes contre des dizaines de sites iraniens. Parmi les cibles, des systèmes de défense aérienne, des radars côtiers, des capacités de missiles et de drones et des petites embarcations.
Le sort du détroit d'Ormuz est au cœur des dernières hostilités entre l'Iran et les États-Unis. Dans la nuit de samedi à dimanche, Téhéran a annoncé la fermeture du détroit après avoir attaqué un navire commercial qui empruntait une route non autorisée selon les autorités iraniennes. Mais Washington continue d'affirmer son contrôle sur le passage stratégique. Le président américain Donald Trump a assuré ce week-end que le détroit d'Ormuz restait ouvert au trafic commercial. Ainsi donc se referme cette page d'information. Madame, Messieurs, partagez l'amour autour de vous car c'est le plus important. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir.